franc-parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous. Vous êtes sur la fréquence municipale 94.3 Radio Cotonou. Si tous les enfants du pays venaient par leurs mains assembler, boucher les trous de la Jade trouée, le pays serait sauvé ou le pays sera sauvé. C'est la métaphore de la Jade trouée du roi Gézo de Dahomey. Une philosophie qui invite tous les fils et filles du Bénin à se donner la main pour la construction de la nation tout entière. Mais quel est notre regard en tant que citoyen sur la chose publique? Le bien public est détruit allègrement, sans aucun remords. Tout acte posé, malgré sa pertinence, par un adversaire politique est systématiquement perçu par certains comme nuisible à la communauté. Des cadres à divers niveaux qui choisissent de façon délibérée de ne pas accomplir leur mission ou de mal accomplir leur mission pour des intérêts inavoués. Le minimum des règles d'hygiène et de sécurité routière sont bafoués tous les jours. Doit-on s'y résoudre ou accepter aussi facilement la fatalité? Comment fouetter à nouveau l'éveil citoyen en nous pour bâtir une nation véritablement prospère? Pour en débattre ce dimanche sur l'émission Franc-Parler, nous recevons un acteur économique et initiateur de l'association pour la vigilance et l'éveil citoyen avec. Bonjour à vous, Monsieur Franck Akobi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Hilaire Aguemon, à la prise de vue, Job Tipé et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et comme vous le savez bien, sur cette émission, dans une quarantaine de minutes, vous aurez l'opportunité de prendre la parole pour intervenir et poser vos questions à notre invité via les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52, soit 13 pour les hommes. Et oui, vous le savez bien, vous pouvez également laisser vos questions via WhatsApp, des questions courtes au numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Franck Akobi. Bonjour, Monsieur Benjamin Honoré Naoum. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je voudrais donc préciser pour les auditeurs, pour mieux vous faire connaître à nos auditeurs, que vous êtes un titulaire du baccalauréat C. Et donc vous avez fait sciences et techniques, comme on le dit très bien, licence à l'Institut national d'économie option gestion des entreprises. Vous avez également une maîtrise à l'université d'Abomey-Calavi en faculté des sciences économiques et de gestion. Vous êtes titulaire de 2 unités de valeur de prospective économique et de marketing au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Vous êtes donc exécutive MBA et des finances à l'International School of Management, ISM Paris. Je précise aussi que vous êtes un doctorant, toujours à l'ISM, dans le marketing stratégique et dans le management des entreprises. Et comme expérience professionnelle, Monsieur Franck Akobi, vous êtes consultant Afrique Conseil. Vous avez été donc directeur commercial chez DHL pendant une 12aine d'années. Vous avez créé des entreprises aussi bien dans le domaine de BTP que des finances au Bénin, Pastel Group, Hans Partners. Vous avez également été consultant marketing et finance pour diverses entreprises. Et vous avez décidé donc aujourd'hui de vous intéresser à une vie associative. Et c'est à ce titre que je vous reçois sur ce plateau, ce 4 décembre, dans l'émission Franc-Parler. À nouveau, bonjour. Bonjour. Voilà. Le décor est planté. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai bien envie de savoir, Franck Akobi, vous êtes donc acteur économique, citoyen et tout. Et notre pays vient de commémorer le 64e anniversaire d'indépendance. Quel est votre regard sur cette célébration? Vous avez suivi à la télé ou sur les lieux? Je vous remercie. Oui. Et je commence donc par remercier l'équipe qui me reçoit ici. D'accord. Et qui me permet donc de partager ma vision. Oui. Sur les questions d'ordre citoyen. D'accord. Cela dit, vous me permettrez également de
saluer les auditeurs, votre auditoire qui, tous les dimanches, à pareille heure, reçoit une personne qui partage sa vision dans le franc-parler. Et donc, c'est dans ce sens que je vais m'essayer à faire cet exercice. Donc, vous connaissez la règle. Je connais la règle. Nous allons donc parler de façon franche et à cœur ouvert des problématiques de la citoyenneté dans notre cité. D'accord. Vous m'avez demandé quelle est ma lecture et mon appréciation de la fête de l'indépendance qui a lieu le 1er août dernier. D'accord. Il y a donc 72 heures, notre pays a commémoré encore une fois, pour la 64e fois, son accession à la souveraineté internationale. Et comme c'est le cas, à chacune de ces occasions, c'est le défilé souvent militaire et civil qui a lieu. Cette fois-ci, nous n'avions eu droit que à un défilé militaire. Et ce défilé militaire, je dis d'emblée qu'il m'a rempli de joie et de fierté. Fierté d'appartenir à un pays qui, à l'occasion de sa fête nationale, a mis en pole position les agents de sécurité, les forces armées de défense et de sécurité, donc, qui, jour et nuit, sur terre, air et mer, protègent notre pays. Et donc, ce fut l'occasion de montrer à travers ce défilé que nos forces étaient prêtes. Nos forces sont bien aguerries. Mais le point d'orgue, à mon avis, ce fut la possibilité pour notre voisin de l'Est, je vais nommer le Nigeria, de venir montrer une autre façon de parader, une autre façon de faire le défilé. Et je suis sûr que nos autorités vont en prendre graine pour que les prochaines fois, nous puissions... Vous étiez sidéré, c'est ça? Ah oui, j'étais parfaitement sidéré parce que ça a changé un peu le décor, ça a changé l'approche. Et franchement, depuis 64 ans, que nous ayons un voisin qui a ce genre d'atout, dont on n'a jamais profité, je pense que je ne sais pas qui a eu l'idée, mais je pense que c'était une bonne chose. Donc, ce fut un sentiment de fierté, un sentiment d'appartenance. Fierté totale? Fierté globale. Totale et globale. Il n'y a rien à dire, c'est ça? Il n'y a rien à dire. Pour moi, il n'y a rien à dire. Il y a... pas peut mieux faire pour nos troupes? Je pense que nos troupes ont une tradition un peu francophone et française. Et cette fois-ci, on nous a montré une touche anglophone. Or, si l'on regarde un peu la globalisation dans le monde, n'est-ce pas, nous devons regarder dans toutes les directions et pour permettre à nos forces de profiter de tout ce qui est atout d'un côté comme de l'autre. Et donc, ce fut pour moi une grande fierté. L'autre aspect de la chose, c'est qu'en dehors du défilé militaire, normalement, il y a un défilé civil. Mais ce défilé-là se passe devant la première autorité qu'est le chef de l'État. Mais cette fois-ci, il a décidé, n'est-ce pas, de passer devant les populations qui étaient massées aux alentours de la place de l'Amazone. Ça c'est un bain de foule. Ah oui, ce fut un bain de foule, mais j'appelle un défilé du président de la République devant... Un show politique, c'est ça? Non, pas un show politique. Puisque, à mon avis, le jour de la fête nationale, ce jour-là, c'est pas un jour politique. Vous verrez sur la tribune qu'il y avait toutes les couleurs du pays qui étaient réunies. Le vert, le jaune et le rouge. Et donc, tout le gotha politique, n'est-ce pas, s'est mis au service du pays pour pouvoir venir fêter cette occasion-là dans la liesse et dans la convivialité. Donc le président avait bien trouvé la formule. Je pense que c'était pas organisé, je pense. D'accord.
C'est spontané. C'était spontané selon moi. Parce que quand vous regardez un peu, lorsque le défilé militaire est terminé, il était censé rentrer dans son véhicule, mais il a préféré faire quelques kilomètres et au grand bonheur des populations qui étaient massées et qui l'attendaient. Et de vous aussi qui étiez devant votre petit écran, c'est ça? Oui, moi j'étais devant mon petit écran et je jubilais. Ah bon. Je jubilais parce que j'ai trouvé que quelque part notre pays est en train de changer. Parce que à chaque occasion, depuis un certain nombre d'années, le défilé change de forme. N'est-ce pas? Et la commémoration a un autre contenu. J'aurais aimé, peut-être, que au-delà d'une seule journée, que nous ayons tout le mois d'août pour réfléchir sur les questions nationales, les questions d'ordre citoyen, n'est-ce pas, pour que nous regardions dans les miroirs pour savoir quels sont les pas positifs que nous avons fait et qu'est-ce qu'il reste à faire. Un jour, c'est peut-être le jour, mais selon moi, il faudra une réflexion continue sur tout un mois, le mois d'août qui sera le mois de l'indépendance. C'est ma suggestion. Alors, je vous demande, l'enfant malade de l'Afrique, est-il totalement guéri selon vous? Alors, vous savez, notre pays a été affublé, peut-être à raison, d'être l'enfant malade de l'Afrique. Mais en plus d'être doigté comme l'enfant malade de l'Afrique, notre pays était également le quartier latin de l'Afrique. Mais très vite, très vite, de l'enfant malade à l'enfant au quartier latin, nous nous sommes un peu crétinisés. Un peu. Et c'est pas sévère? Non, je crois que pour être franc vis-à-vis de soi, on doit avoir la capacité de se regarder dans le miroir et de dire concrètement quels sont nos tares internes pour ne pas seulement s'attaquer à l'extérieur qui, du reste, nous empêche d'une certaine façon de nous épanouir et de nous développer. Et donc, l'enfant malade de l'Afrique est en train de sortir de son lit de malade, est en train de quitter son berceau, est en train de faire des pas, à mon avis, dans le bon sens, pour pouvoir permettre à nos concitoyens d'avoir la fierté de porter le passeport de leur pays. Alors, quels sont les indicateurs qui vous permettent de dire ça? Quels sont les éléments que vous avez aujourd'hui qui vous permettent de dire ça? Alors, de façon factuelle, je suis cotonois. Je suis sur Radio Cotonou. Et lorsque je regarde mon environnement immédiat, je vois des changements patents. Je vois des choses positives. Même si ces choses-là sont à améliorer. Lorsque les gouvernants ont décidé de mettre en place un programme d'action pour changer le visage du pays, tel un architecte qui commence d'abord pour construire n'importe quoi, qui commence d'abord par faire un plan, il y a eu une période de mise en place du plan qui a quand même été longue. Et donc, après ça, dans la mise en œuvre, moi je pense que je suis plus que satisfait. Et ça, c'est quand je regarde mon environnement immédiat dans lequel je vis, qui est Cotonou. Au-delà de Cotonou, lorsqu'on se permet... Et à côté même de Cotonou. Et à côté de Cotonou. N'est-ce pas? Oui. On se rend compte également que des choses étaient... Je pourrais même dire que moi, dans ma petite vie, je ne pouvais pas m'imaginer que je vais donner... À l'étape actuelle. Je vais donner juste un exemple. Le Carrefour Concorde. Le Carrefour de Ciné Concorde. Vous vous rappelez, s'il y avait possibilité de faire un avant et un après, on verrait que même dans le plus beau de nos rêves, il n'était pas possible d'imaginer que cette voie-là pouvait être dans cet état. Et des exemples comme ça, il y en a plein dans la ville de Cotonou. Et au-delà de Cotonou, dans tout le pays, je crois qu'il y a une dynamique qui est en train d'être mise en œuvre. Alors, vous avez donc dit que tout est en bonne voie et donc dans le pays et ça vous apporte la satisfaction.
Mais je voudrais parler avec vous de développement économique. Quand vous prenez le Bénin aujourd'hui sur le plan économique, parce que vous êtes un financier vous-même, je l'ai précisé tantôt, est-ce que les bases sont solides pour vous? Pour bâtir haut, il faut creuser profond. D'accord. Vous voulez que je répète? Non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Vous pouvez répéter. Pour bâtir haut, il faut creuser profond. Lors de la période, j'allais dire, de creusement de la fondation, le commun des mortels qui est à la surface ne se rend pas compte du travail qui se fait en bas. Et vous avez certainement déjà construit ne serait-ce qu'une cabane dans votre vie. Vous verrez très bien que la phase de fondation est une phase fondamentale. Et donc, je dirais que pendant une période relativement longue, n'est-ce pas, il a été question de mettre la base. La base, selon moi, c'est le hard. Si je veux prêter ce mot-là aux informaticiens. Tout à fait. Le hard, n'est-ce pas, c'est l'ordinateur. La partie tangible. La partie tangible de l'ordinateur. Mais l'ordinateur sans un logiciel qui le fait tourner ne sert à rien. C'est là où on parle de soft. De soft. Voilà. Aujourd'hui, je pense que aussi bien le hard que le soft de notre population est en train progressivement d'être mis au goût du jour. Et nous devons, en position citoyenne, je voudrais bien préciser. En position citoyenne. Citoyenne. Mon discours n'est pas du tout politique. C'est pas un discours militant. Pas du tout. D'accord, allez-y. Parce que, n'est-ce pas, si nous nous attaquons aux fondamentaux et donc aux contenants, il est possible donc d'y mettre le bon contenu. Et le politique, généralement, se charge bien souvent de mettre en place la structure, le côté hard des choses. Et je pense, les populations, les personnes de bonne volonté comme moi, n'est-ce pas, pourraient aider à mettre en place un soft qui permet au hard de bien tourner. Voilà l'analogie et le symbole que je pourrais dire à cet effet. Vous êtes un acteur économique, vous êtes patron d'entreprise, vous opérez beaucoup plus dans la finance, en dehors de votre rôle de consultant et autres. Qu'est-ce que vous voulez chercher en menant une vie citoyenne, en défendant une cause citoyenne? Est-ce que c'est plus rentable les finances, c'est ça? Vous êtes fatigué de ce monde-là ou bien quoi? Non. Oui. Non. Vous savez, je considère que une bonne partie de ma vie s'est passée dans les gradins. Dans les gradins de mon pays. Si je considère que le pays est une équipe de football, où il y a un coach, il y a des personnes qui s'occupent de l'équipe, j'étais parmi les gens qui étaient dans le gradin. Dans les gradins. Et dans les gradins, nous critiquons souvent l'entraîneur. Nous critiquons ses choix. De notre position, nous sommes les meilleurs joueurs. Or, lorsque nous prenons la peine de descendre sur le terrain, pas forcément parmi les 12 ou 24 joueurs, mais en se proposant d'apporter l'eau, d'apporter ce qu'il faut pour l'équipe, on se rend compte que ce n'est pas facile. Et donc, de ma position d'humble acteur économique, comme vous le dites, je pense que j'ai plus à apporter, j'ai encore à apporter à mon pays en me mettant dans une position citoyenne. Je crois que dans notre débat, nous allons un peu préciser les idées de façon à ce que chacun comprenne, disons, ma démarche. Donc vous êtes résolument engagé, c'est ça? Je pense. Je pense que c'est le temps. Je pense avoir assez de graines, n'est-ce pas, à partager avec les citoyens, pas forcément dans un espace
ou dans une démarche politique, mais dans une démarche, je le précise, encore et encore citoyenne. D'accord. Quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi subitement vous avez fait donc cette option? Pourquoi? Je dois dire que Oui. l'idée de créer l'association pour la vigilance et l'éveil citoyen Oui. date de plus de 10 ans. 10 ans. De plus de 10 ans. D'accord, allez-y. Mais à chaque fois, il y avait toujours un événement qui intervenait et qui m'empêchait de la mettre en œuvre, cette idée. Mais les temps, chemin faisant, je me suis dit, mais pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Puisque nous ne sommes pas dans un agenda qui pourrait faire croire à qui le veut que ma démarche est politique. N'est-ce pas? Et je peux dire donc que l'effet déclencheur, c'est le contenant qui est en train d'être, j'allais dire, amélioré. D'accord. L'espace qui est en train d'être ouvert pour que des volontés comme les miennes, associées à d'autres qui partageraient la même idée que moi, n'est-ce pas, en venant s'associer, en venant se mettre comme membre de l'association pour la vigilance et l'éveil des citoyens avec, pour pouvoir permettre de nous mettre dans une position de plaidoyer, pas une position de revendication. Il y a d'autres structures pour le faire, les syndicats et certaines ONG. Mais nous pensons que la position de plaidoyer est une position qui ne fustige rien, mais qui met le doigt sur ce qui ne heurte pas les sensibilités. Ne heurte pas les sensibilités parce que non clivant. N'est-ce pas? Puisque dans un parti, vous êtes obligé de prendre position. Voilà. Or, en l'espèce, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de prendre position contre. Nous pouvons mettre en exergue ce qui ne va pas bien, de façon courtoise, de façon républicaine, n'est-ce pas? De façon à permettre aux gouvernants qui sont en position de décision de tenir compte de notre plaidoyer. D'accord. Voilà un peu la réponse que je veux vous donner. On va aller sur les terminologies à présent. Parce que vous avez dit association pour la vigilance et l'éveil citoyen. Vigilance pourquoi? Je commencerai par dire que dans un pays, nous avons des habitants. Mais un habitant qui n'a pas conscience de son rôle en tant que citoyen ne sera pas une bonne ressource pour son pays. Donc, vigilance, parce que pour pouvoir évoluer, nous avons besoin de vigilance. Nous avons besoin de faire appel à tous nos sens, n'est-ce pas? De faire appel à toutes nos ressources pour ensuite titiller notre éveil pour devenir de meilleurs citoyens. Donc, la démarche, c'est de faire de l'habitant simple un citoyen à travers un discours positif. Ce qui est bon, nous allons le magnifier. Ce qui l'est moins, nous allons essayer de le corriger. Dans notre démarche, dans notre attitude, dans nos attitudes, n'est-ce pas, quotidiennes. On peut créer aussi revoleur, non? Revoleur, on peut dire ça, dans la vigilance, non? En voyant qu'on détourne l'argent public et autres. Oui, mais je pense que être vigilant, on n'a pas besoin de dire forcément aux voleurs. Mais si c'est nécessaire, on le dira. Si c'est nécessaire, on le dira. Parce que nous sommes pas... Ou bien dans la vigilance, on empêche le vol, c'est ça? Bien sûr. Déjà, la démarche est différente. Lorsque nous avons pris la peine de former l'habitant pour qu'il devienne un bon citoyen, cela sera enclin. Cela va permettre, n'est-ce pas, à éviter justement que les deniers publics soient mal gérés. Cela permettra aux partis politiques et à toute la cité de profiter
des meilleurs habitants qui seront devenus de vrais citoyens. Je ne sais pas si vous voyez ma démarche. Tout à fait, voilà. Je vous comprends bien. Merci. On parle de vigilance et après on parle de l'éveil citoyen. Pourquoi l'éveil? Pourquoi oui, l'éveil? Parce que sans éveil sur notre... On a oublié d'être citoyen, c'est ça? C'est ce que vous avez remarqué? Parfois, je me dis, on n'a pas forcément la bonne démarche. Moi, j'ai vu, de façon un peu choquante, que les nouvelles voies qui sont faites là, que des gens jettent des sachets. La première démarche... Pour ne pas dire des ordures. Des ordures. Oui. Je dis les sachets, rien que les sachets. Je vois des gens qui se mettent en position de... Bon, je ne vais pas le dire autrement, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. Or, je pense que si il y avait un plaidoyer qui disait que les routes, les infrastructures, c'est bon, mais les infrastructures doivent être accompagnées de poubelles. N'est-ce pas? De poubelles pour ces objets et de grosses poubelles. C'est une démarche simple. Les avenues en question devraient, parce qu'on aurait demandé peut-être à de grosses entreprises de financer des toilettes publiques, n'est-ce pas? Parce que lorsque... ça manque sérieusement. Tout à fait. Au moins sur des voies principales que l'on permette aux populations de pouvoir aller aux toilettes d'une manière ou d'une autre. Parce que ça peut prendre à tout moment. Ça peut prendre à tout moment. Et donc, voilà ces petits détails sur lesquels nous pensons qu'il y a des choses à faire. Je vais changer un peu de sujet. Allez-y. Un habitant, un usager de la route, qui brûle le feu, fait peut-être anodin. Mais en réalité, non seulement il met sa vie en danger, mais il met la vie des autres en danger. Il ne nous arrive pas à un moment de faire ça. Il ne faut pas faire ça. D'accord. Il faudrait que désormais, lorsque vous arrivez à un feu, c'est ça, que votre fibre citoyenne vous dise de façon spontanée que vous ne devez pas, parce que le feu est jaune, que vous ne devez pas passer. Le feu est jaune ne signifie pas couper passe. Le feu est jaune signifie ralentir, parce que le feu rouge est déjà en train de s'annoncer. Un citoyen américain rentre dans un tournant à 40 km à l'heure, alors que c'était marqué 30 km à l'heure. Il marque une pause et il a failli même couler des larmes quand il s'est rendu compte. C'est ça que vous voulez? C'est ça que je veux. Il y a des pays dans lesquels brûler le feu est un crime. Ce n'est pas un délit, c'est un crime. Parce que vous mettez la vie des autres en danger. Ne serait-ce que ça. Venir au rendez-vous et au boulot à l'heure. C'est une démarche citoyenne. Nos artisans, respecter les délais de livraison, c'est une position citoyenne. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on creuse un peu cette démarche, on se rend compte que les qualités que nous voulons inculquer, que nous voulons partager avec nos concitoyens, en faisant de simples habitants de vrais citoyens, ces qualités-là sont transversales. Parce que toutes ces dérives sont des tares qui sont individuelles, mais qui nous impactent collectivement. Voilà. C'est pour ça que notre démarche est d'abord de nous appuyer sur le citoyen, de nous appuyer sur la famille, puisque c'est la cellule qui permet à un pays, c'est l'agrégation des cellules familiales qui font un pays. Et donc, la démarche, c'est non seulement d'attaquer la cause citoyenne au niveau de nos enfants, dès le bas âge, mais aussi au niveau des adultes, parce qu'il s'agit de partager avec nos frères et nos sœurs qui n'ont pas eu l'occasion, parce qu'à un moment donné, l'éducation civique dont nous avons bénéficié a déserté les forums. Et de ce point de vue-là, je pense que ça a eu vraiment beaucoup d'impact sur notre vivre ensemble. Parce qu'un bon citoyen fait
un bon pays. D'accord. Voilà. Il ne fait pas son citoyen personnel, mais c'est pour une communauté qu'il travaille. Dès lors que vous êtes un bon citoyen, vous vous mettez au service de la République, c'est ça? Vous vous mettez d'abord à votre propre service pour la collectivité. D'accord. Pour la communauté. C'est ça la démarche. La démarche, c'est donc de permettre aux citoyens, à travers des capsules que nous allons monter, sur des thèmes. Je donne un exemple simple. Notre hymne national. Je suis persuadé que 80%, voire plus, ne connaissent pas le deuxième refrain. Encore moins le troisième. On connaît Enfant du Bénin de vous. Mais il paraît qu'on est assis. C'est ça? Oui, il faut désormais qu'on se lève. Ah bon? Il faut qu'on se lève, mais de façon consciente. D'accord. Il ne s'agit pas simplement de se lever. Il s'agit donc, si l'on prend ne serait-ce que l'hymne national, et qu'on en fait un thème en miel, chacun des mots pris, n'est-ce pas, développé, n'est-ce pas, permet, dans toute langue aujourd'hui, de dire que chaque acte que vous posez chez vous, chaque élément négatif que vous envoyez au niveau de notre communauté pousse notre pays vers le bas. D'accord. Voyez-vous? Et donc, notre approche serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une approche de plaidoyer, une approche individuelle, parce que nous savons que, agrégés, nous allons atteindre, disons, des objectifs beaucoup plus collectifs. Alors, quelles sont les missions concrètes de cette organisation que vous mettez en place? La mission, c'est d'abord commencer par créer un environnement, un espace d'échange pour éveiller nos compatriotes où qu'ils soient. D'accord. La deuxième mission, c'est amplifier et encourager les bonnes pratiques du respect de la chose publique. Et la troisième mission, c'est de mettre le doigt sur les faiblesses qui minent notre évolution en tant que citoyen. D'accord. Voilà. Donc ce sont les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler pas à titre individuel. Pourquoi vous dites non? Non, parce que à partir de mon initiative, je suis persuadé qu'il y a certaines personnes qui ont la volonté d'apporter leur pierre à l'édifice. À l'édifice citoyen. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Mais nous pouvons avoir plusieurs nationalités. D'accord. Oui, ça se voit. N'est-ce pas? Oui. Et faire en sorte que notre pays, notre nation, s'accroche à notre pays. Voyez-vous? Donc, le sentiment d'appartenance que va générer ce type d'approche, je me suis persuadé, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de nos concitoyens, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays, qui partagent cette vision et qui viendront mettre la main à la pâte pour que nous fassions un programme de façon à réarmer, n'est-ce pas, notre conscience citoyenne. D'accord. Monsieur Franck Akobi, dites-nous concrètement, où est-ce que vous allez? Quelle est votre ambition? Dites-nous. Mon ambition... Parce que tout ce que vous venez de dire, quelqu'un peut se dire, bon, on a déjà entendu ça. Oui. On a largement entendu ça dans nos... Il y a beaucoup d'associations au Bénin, mais lui, il va où? Vous allez où? Ma question vous dérange? Non. D'accord. Non. Ce n'est pas parce que... Oui. On a essayé quelque chose dans le passé qu'il ne faut pas recommencer. D'accord. Et nous pouvons recommencer parce que notre vision est entièrement et totalement vouée au pays, à notre pays, n'est-ce pas? Et donc, mon ambition, c'est de faire en sorte que, même si des expériences malheureuses ont eu lieu, c'est de faire en sorte que nous puissions encore essayer. Parce que, je vais vous dire, lorsque vous êtes un Béninois, vous êtes d'un pays, et que vous allez dans un pays, un autre pays, et que vous posez un acte, que disent les gens?
C'est un béninois. Et donc, par un acte individuel, vous impactez votre pays de façon entière. Et donc, lorsque je dis par exemple Google, vous pensez à quoi? Aux Américains. Lorsque je dis Amazon, toujours aux Américains. Mais pour ne pas dire Chine, oui. Si je dis WeChat, la Chine, n'est-ce pas? De l'autre côté, lorsque vous avez une machine, simplement parce que c'est marqué dessus Made in Germany, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est la qualité. C'est du solide. C'est ça. C'est vers ça qu'il faut aller. Il faudrait que, lorsqu'on a entendu le mot Bénin, c'est des Béninois, que, au-delà du vaudou qui nous caractérise, oui. que l'on dise que c'est des gens sérieux. C'est des gens intelligents. C'est un petit pays, mais qui est dans sa position de petit pays. On peut y arriver en vendant le vaudou? Oui. Le vaudou, son aspect, ça fait peur à d'autres. Hein? Non, c'est ça, oui. son aspect positif qu'il faut faire ressortir. C'est ça qu'il faut faire ressortir. On y va. N'est-ce pas? Oui. Donc, il y a d'autres personnes qui sont plus habilitées pour en parler. Mais je dis, oui. Dans le vaudou, il n'y a pas que du négatif. N'est-ce pas? Oui. Dans tout, il y a toujours le positif. Et donc, nous ferons en sorte que la partie positive de nos traditions, de notre histoire, soit vendue, soit promue, soit mise en exergue. C'est ça. Il y a un projet Label Bénin. Label Bénin, n'est-ce pas? Mais si nous disons Label Bénin et que nous-mêmes nous colportons une attitude négative et nous nous auto-flagellons, nous passons le temps à ne montrer que le côté négatif, on n'y arrivera pas. Est-ce que vous voyez? Donc, il s'agit d'une œuvre, je dirais, de salubrité nationale. Et quand on aura fait ça, oui. On passerait à la phase sous-régionale. Parce que le Bénin, pris tout seul, ne peut pas se développer s'il ne tient pas compte de son environnement. Je donne un exemple. Si vous avez la même usine dans un pays limitrophe que dans notre pays, qui se concurrence, je ne suis pas sûr qu'on soit efficace. Okay. Peut-être qu'au niveau sous-régional, n'est-ce pas, les autorités pourraient dire, nous allons dédier par exemple le Bénin pour tout ce qui est santé. Parce que là, vous pensez une vision panafricaine, c'est ça? Bien sûr. Ça, je pense que c'est cet aspect qu'il faut développer. D'accord. N'est-ce pas? Nous pouvons dire que le Nigeria, c'est peut-être au niveau de l'éducation, la crème de nos universités va se retrouver là-bas. De façon à ce que nos enfants, dès le bas âge, parce que nous sommes dans un environnement qui est à l'est, le Nigeria, qui est une partie de nous, n'est-ce pas? Et à l'ouest, le Ghana. Et entre les deux, nous avons deux pays qui se ressemblent beaucoup, n'est-ce pas? Le Togo et le Bénin. Le Togo et le Bénin. Et donc, dans cette vision, ne serait-ce que vers la côte, n'est-ce pas, nous sommes capables de créer un espace de prospérité. Donc, votre association va travailler et aller loin même sur le continent, dans la sous-région, c'est ça? Ça me permet de vous dire que d'abord, nous allons nous renforcer au niveau local. D'accord. La structure de AVEC ne va pas se fatiguer, ça va s'appuyer sur notre organisation administrative. D'accord. Niveau local, communal, municipal, pour ainsi dire, départemental et national. Oui. Quand on aura fini de faire ça chez nous, et si c'est bien fait, nous ferons le point, nous corrigerons les erreurs éventuelles et nous passerons à la phase continentale. Mais dans un premier temps, il y a du boulot à faire, ne serait-ce que sur le plan local. D'accord. Avez-vous réellement conscience que les populations auront une oreille pour vous? Vous n'êtes pas effrayé? C'est pas parce que la tâche est immense qu'il ne faut pas l'aborder. D'accord. Justement parce que la tâche est immense, cela devient un challenge, un défi. D'accord. Et le défi que nous nous donnons au niveau de AVEC,
c'est de se dire que même si 99,9% des personnes pensent que ce n'est pas possible, Oui. c'est du déjà vu, n'est-ce pas? Vous me mettez dans les 99,99%, c'est ça? Pas forcément, sinon, lorsque j'ai donné le titre de mon émission, Oui. de votre intervention, mon intervention, oui. vous n'allez pas m'appeler. Je pense que vous avez quand même été sensibilisé, et je pense que vous serez le premier acteur, l'une, en tout cas parmi les personnes qui vont faire le follow-up, qui vont amplifier, disons, le mouvement. Ok, c'est ce que nous faisons déjà ce matin. Alors, comment allez-vous organiser la mobilisation autour de cette cause? Alors, oui. Comme je vous l'ai dit, nous allons mettre des structures au niveau local, n'est-ce pas? Des structures types au niveau local. Nous pensons que ces structures doivent être paritaires. Autant de femmes que d'hommes. D'accord. Donc, je profite pour inviter les femmes qui ne se retrouvent pas dans la chose politique, mais qui en réalité devraient pouvoir se retrouver dans la chose publique. Je pense que la nuance est nécessaire. C'est ça. C'est pas parce que nous parlons de la chose publique que forcément nous devons avoir une coloration politique. Et des lunettes politiques. Voilà. Nous devons pouvoir nous rendre compte que l'éducation, elle n'est ni de droite ni de gauche. L'assainissement, elle n'est ni féminine ni masculine, n'est-ce pas? Les problèmes de sécurité n'ont rien à voir avec les clivages politiques. Et donc, l'espace que nous voulons mettre en place est un espace, j'allais dire, transversal, où sont acceptés tout le monde. Est accepté tout le monde. Sont acceptés tous les citoyens, n'est-ce pas, qui pensent, qui trouvent que notre pays a besoin, au-delà de la chose politique, au-delà du discours politique, n'est-ce pas, de l'approche politique, qui n'est pas mauvaise, puisque ce n'est que par ça aujourd'hui que nous sommes capables d'aborder les problèmes et les défis de toutes sortes. Mais si à cela, on exclut l'éveil, la citoyenneté, nous aurons des citoyens qui vont se retrouver aussi bien dans la chose politique que dans la chose économique, mais sans conscience citoyenne. C'est ça. Sans conscience citoyenne. Or, nous continuons de penser que ce qui est important, c'est de faire en sorte que le contenant qu'est notre pays soit habité, soit promu par des valeurs citoyennes. Valeurs citoyennes qui permettent donc d'avoir des acteurs politiques aguerris, des acteurs économiques aguerris, des acteurs sociaux formés, des citoyens simples, mais pour lequel le bien public, le respect de la chose publique deviennent j'allais dire, une obligation. D'accord. Que le citoyen, lorsque il a jeté une ordure par terre, qu'il se ressaisisse et qu'il dise, j'attends la prochaine poubelle pour pouvoir jeter mes ordures. Il ne va pas rester dans sa voiture et balancer la peau de banane qu'il vient de déguster dans la rue. Le bon citoyen, parce que on lui aura dit que lorsque les infrastructures sont mises en place, n'est-ce pas, on n'a pas besoin de te dire que c'est un bien public, n'est-ce pas? Toi-même, en tant que citoyen, parce qu'on aura mis le doigt sur ces choses-là, tu vas te dire, ah, je dois avoir une attitude qui fait que les deniers publics qu'on a puisés de nos contributions collectives, ces deniers publics-là, de façon automatique, doivent être respectés. En amont, comme vous le dites, la vigilance également, c'est que lorsque les deniers publics, lorsque les comportements des administrateurs deviennent déviants,
L'association doit être capable. Parce que tout simplement, celui que le fonctionnaire va recevoir dans son ministère, il va voir un pins de l'association, il va se dire, mais tiens, je suis en face d'un citoyen. D'accord. Voyez-vous, lorsque il va aller à l'hôpital, c'est pas parce qu'on aura peur que le gouvernant va sanctionner qu'on va bien recevoir le malade. Est-ce que vous voyez? Lorsque, dans sa vie quotidienne, n'est-ce pas, on se rendra compte que les actes que nous posons ne vont pas dans l'intérêt commun de façon automatique, parce que simplement, on aura allumé cette fibre citoyenne, n'est-ce pas, dans le cœur de l'habitant simple, pour qu'il devienne citoyen, on aura donc allumé cette fibre-là. Merci. Voilà un peu. Dans un instant, nous allons donc recevoir les auditeurs. Je vous pose d'abord une question et les auditeurs vont donc commencer à appeler dans un instant. Alors, les populations à la base ont plus besoin de pain que de paroles. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord quand même? Non, nous avons d'abord besoin de pain, mais on n'a pas besoin que de pain. D'accord. On y va. Parce que rien que le pain, sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit-on, n'est-ce pas? Oui. Le pain, oui. La lutte quotidienne, oui. Mais lorsque nous éduquons par exemple notre enfant, on ne lui donne pas que le pain, n'est-ce pas? On lui donne aussi de l'éducation. Voilà. On lui donne le respect de la chose familiale, n'est-ce pas? C'est ça. Le pain nécessaire, obligatoire, le bon pain. Et même là, en tant que bon citoyen, le paysan, au lieu d'utiliser des méthodes où sa production va avoir des pesticides, n'est-ce pas, va se dire, parce que ma production va permettre aux populations de se nourrir, eh bien, je ferai en sorte que j'adopterai la bonne attitude, les bonnes méthodes. Production bio. Par exemple. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, la promotion de la chose citoyenne va au-delà du pain qu'il faut avoir tout de suite. Tout à fait. D'accord. Quelqu'un est au standard? On va donc dire que le standard est ouvert. Les auditeurs peuvent commencer donc à nous joindre. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Vous pouvez donc appeler. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Franck Akobi qui porte donc une initiative. C'est une association pour la vigilance et l'éveil citoyen. Il est avec nous sur le plateau de Franc-Parler. Donc si vous avez des questions à poser à l'invité, c'est le moment d'y aller. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour à vous. Hugues Akobi. Nous vous écoutons. Je vous appelle depuis Révier. D'accord. Ok, je salue aussi votre invité. Et je lui dis merci. S'il pouvait me rappeler un peu sa filière, il me semble qu'il est professeur à l'université, je pense bien. Non, non, non. Il est dans la finance. C'est vrai qu'il a enseigné par le passé. D'accord. Je pense que ma question, c'est quoi? C'est pour vous dire aujourd'hui, la dernière fois, le chef de l'État, j'appelle son nom avec beaucoup de respect, il a reçu les meilleurs enfants qui sont allés à l'examen, qui sont premiers sur le plan dans l'école. Je dis merci au chef de l'État. Mais j'attendais une question qu'il allait poser à ses enfants, mais malheureusement, il n'a pas posé la question. Et vous voulez poser la question à notre invité, c'est ça? Oui, exactement. La question, c'est quoi? J'attendais que le chef de l'État pose la question aux enfants en leur demandant si qu'est-ce que papa fait ou qu'est-ce que maman fait. Parce qu'aujourd'hui, on est appelé de voir que quand tu n'es pas élevé, tu n'as pas la chance à l'école avec tes enfants. Et c'est mauvais. Puisque l'enfant appartient à l'État. L'enfant appartient au peuple. C'est pour nous tous. Un enfant qui réussit appartient à tout le monde. Mais un enfant qui ne réussit pas, c'est de n'importe quoi. Mais je n'ai pas entendu ça. Et ça m'inquiète beaucoup. Je pense que le gouvernement doit penser sur ça et fixer un quota pour les repétiteurs de maison. C'est très important. Ils ont fait ça pour les loyers, non? Le loyer, si tu ne payes pas, ou bien quand tu veux louer le loyer, tu as un montant que tu dois verser.
Et tu dois respecter le contrat avec ton propriétaire. Le propriétaire aussi doit respecter ton contrat. Mais l'enfant gagné, c'est très important, plus que même le loyer. On ne pense pas à ça. Moi, ça m'inquiète. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Ça m'inquiète beaucoup. Et quand on veut parler, je peux continuer un peu. Allez-y pour votre question. Je préfère avoir des questions que des commentaires. Oui, par rapport au défilé, excusez-moi, moi je ne suis pas content du défilé. D'accord. Moi, Hugues Atomi, je pèse bien mes mots, je ne suis pas content. Et pourquoi je dis ça? Le défilé appartient au peuple béninois. Nous défi. Ce n'est pas le Nigeria qui va nous montrer des exemples. Je veux la question. Pas de commentaire, s'il vous plaît. Ma question. C'est ça ma question, monsieur. D'accord. Ok. Ma question, Merci. ce n'est pas le peuple nigérien qui va nous montrer des exemples. D'accord. Nous-mêmes, dans notre armée, nous devons avoir des exemples chaque jour que Dieu fait. Je m'arrête là. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Hugues Apovi, pour votre message. On va vous répondre dans les minutes qui vont suivre. On va prendre un autre bonjour. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, votre nom? Oui, ici, c'est monsieur Borrazon, Jacob. Borrazon. Jacob. D'accord. Nous vous écoutons. Je viens de la commune de Zé. D'accord. Je salue votre invité. Oui. Tout ce que je viens de dire, je l'apprécie beaucoup. D'accord. Parce que vraiment, il faut revenir à la base. C'est ce que je sais comprendre. Et dans le temps, vous pouvez comprendre avec moi que dans nos campagnes, les citoyens ne sont pas bandés. Il y a des analphabètes. Est-ce que votre téléphone est sur haut-parleur? Vous dites non, vous dites? Votre téléphone, c'est sur haut-parleur? Bon. Il faut l'enlever. Enlever le haut-parleur, parler directement dans le téléphone. Là, ça va être plus clair pour nous. Alors, c'est bon maintenant? On y va. Très bien. Alors, c'est que le problème de l'alphabet continue toujours de jouer son plein. Donc, pour revenir à la base, il faut que ceux-là qui ne sont pas instruits attendent pour comprennent aussi, qui comprennent ce que c'est que la réalité des choses. D'accord. D'accord? Oui. Qui comprennent la réalité des choses. Même si celui qui est là, il a quelque chose à nous suggérer pour que nous pouvons résoudre ces problèmes-là. D'accord. Le problème d'analphabétisme, c'est ça? Très bien. D'accord. D'accord. Parce qu'il raisonne de façon erronée à un moment donné. Et oui, c'est une chose, on est obligé, si nous voulons aller en avant, on se D'accord. J'ai compris votre préoccupation. Merci beaucoup à vous. Voilà. Et nous poursuivons. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? C'est Wesso de Calavi, depuis Calavi. Wesso quoi? Wesso, c'est plein depuis Calavi. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais saluer l'invité. Oui. Et vous saluer. Je n'ai pas de questions. Je n'ai pas du tout de questions. C'est juste vous saluer, monsieur Honoré Naoum. D'accord. Oui, profitez pour poser une petite question. C'est du coq à l'âne. Allez-y. Est-ce que Radio Cotonou ou bien le PDG, le maire, il a l'initiative de créer une télévision? Ah, c'est une question. S'il a l'initiative, peut-être la prochaine fois que je vais le voir, je vais lui poser la question. Vous voulez télévision Cotonou, c'est ça? Ah oui, pourquoi pas, monsieur Naoum. vous êtes une radio qui est née avec des temps et d'accord. Je vous dis que vraiment, je vais juste vous encourager, vous féliciter. D'accord. Continuez. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup, monsieur Excellente Naoum. journée à vous. Merci à vous de même. Ok, merci. On va donc espérer un autre intervenant. Bonjour. Allô? Bonjour. Mon cher Honoré Naoum, un bonjour. Valentin Ayonou. Oui, exactement moi. Nous vous écoutons. Je dis bonjour à notre invité. Ok. Association
vigilance et éveil citoyen, c'est ça. Tout à fait. C'est intéressant, hein, mon cher Naoum. D'accord. Bon, il faut dire à notre invité que si le peuple ou les populations béninoises doivent aimer leurs choses, ça dépendra d'eux-mêmes. Mais tout de suite, moi, je voudrais les envoyer sur un terrain. Okay. Nous avons vu les membres du gouvernement dans leur tournée gouvernementale pour la réduction du compte. Maintenant, il y a quelque chose que nous n'avons jamais entendu parler de ça. Il s'agit de quoi? Les infrastructures sont réalisées, on est d'accord, mais à aucun moment on n'a jamais évoqué le coût de ces réalisations. Ça, c'est la vigilance. Et c'est aussi l'éveil citoyen. Mon cher invité, est-ce que dans votre démarche, est-ce que vous avez déjà mis dans votre cahier de charge que vous allez avoir le courage, je dis bien le courage, de demander au gouvernement de nous dire quand même le coût de ces réalisations? Nous avons vu les complexes hôteliers qui sont construits, et les gros idées là, les financements, ils ont trouvé le financement où? C'est des choses à vérifier. Est-ce que c'est des prêts? Est-ce que c'est le budget national? Comment on a mobilisé ces ressources-là? C'est des choses que le Béninois doit savoir, mon cher. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Valentin Yonou. On va encore poursuivre avec d'autres intervenants. Si quelqu'un appelle, on pourra donc prendre l'intéressé. Je vous rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 113. Ce sont les codes d'accès pour intervenir sur cette émission. Il y a d'autres aussi qui peuvent donc déposer leurs questions via WhatsApp 50 52 52 113. On a reçu donc 4 intervenants. Si quelqu'un n'est pas en ligne pour l'instant, on va revenir au studio et commencer donc à répondre. Le temps de retrouver peut-être d'autres intervenants par la suite. Voilà. Monsieur Franck Akobi, on démarre avec Hugues Povy, qui a parlé du président de la République et qui a manqué donc de poser des questions lorsqu'il a reçu donc les enfants. Quelqu'un est là? On le prend d'abord. Ok, bonjour. Bonjour, monsieur Naou. Oui, votre nom? Vous avez votre radio allumée, hein? Je vous prie de l'éteindre. Oui, c'est bien fait. D'accord, votre nom? Todoté, Dieu donné. Péloté. Todoté. Codoté. Todoté. Oui, Dieu donné. D'accord. Nous écoutons. Oui, bon, je salue l'invité. Oui. Oui. Ce que je voulais demander, c'est que je beaucoup de choses. Et vous lui avez posé une question et vous avez dit qu'on veut, le pays a fait quoi? Et il a demandé que, bon, le fait, c'est pas le fait qui est important, fait cela. C'est le fait qu'on doit régler d'abord, fait cela, parce que tout le monde ne fait pas, c'est-à-dire, bien, pour faire cela, même pour aller à l'école, c'est un problème. Donc, il faut voir que je dois participer au problème. Hein? Moi qui suis ici maintenant, moi je suis un handicapé. Les enfants sont à l'école. Hein? Le cours, tout ça là, moi j'ai fait les cours pour prendre des cadres d'égalité, je suis là. Je ne vais pas trouver quelqu'un qui va me donner ces choses-là. Tout ça là, c'est dans le truc là. C'est la question que je pose. Il faut trouver le fait d'abord. D'accord. C'est fini. Merci beaucoup à vous. Oui. Quelqu'un encore là? Voilà. Donc, on revient au studio. Hein. On remercie les auditeurs. Et donc, ce que je voudrais vous demander, chers auditeurs, si vous avez maintenant des questions, allez sur WhatsApp pour nous envoyer ces questions. Ça va être plus simple pour la suite donc de cette émission. On va commencer à répondre. Hugues Povy, il a parlé du président de la République qui a reçu les enfants, qui sont les meilleurs pour les examens de fin d'année. Mais il dit que le président a oublié de poser une question. C'est que, véritablement, on n'a pas posé la question concernant les parents. Est-ce que les parents de ces enfants qui sont meilleurs, est-ce qu'ils sont pauvres ou riches? Parce que pour lui, c'est pas facile pour les parents pauvres. Je remercie toutes les personnes qui se sont donné la peine d'écouter l'émission et de poser des questions. D'abord, de façon factuelle, rien ne prouve que le chef de l'État n'a pas échangé avec les enfants sur des questions pareilles. Rien ne le prouve. Parce qu'on n'a pas suivi le direct. On n'a pas suivi le direct et
on a eu qu'un compte rendu. Voilà. Ce compte rendu peut avoir éludé complètement la question. Cela dit, je suis persuadé que lorsqu'on va faire des statistiques, lorsqu'on va se permettre de pousser un peu plus loin pour faire des statistiques, en cherchant le lien entre la performance des enfants et l'origine, j'allais dire, les géniteurs. Des géniteurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien fort entre le niveau de richesse entre vifs des parents et le niveau des enfants. Voilà. Que dis-je par là? Je veux dire que un parent, je ne vais pas utiliser le mot pauvre, un parent qui a des ressources limitées, lorsqu'il s'intéresse à l'éducation de ses enfants, qu'il soit lettré ou non, cela donne toujours des résultats. Voilà. Quand il est là, quand il veille. Quand il veille. Parce que, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque mon fils était en 5e, au collège Père au Pied, le censeur nous a reçus, les parents, en début d'année. Et il nous a reçus en nous sermonnant sérieusement. Comme en disant quoi? Il dit, vous avez un enfant en quelle classe? Il vous doite. Et vous dites, bon, j'ai mon enfant en 5e. Et il dit, vous devez être en 5e. Vous devez être en 5e. Vous devez être en 5e vous-même. D'accord. Et vous? L'autre dit, j'ai un enfant en 3e et en seconde. Vous devez vous débrouiller pour être dans les 2 classes. Que voulait-il dire par là? Le rôle fondamental du parent. L'important, ce n'est pas de montrer les exercices à l'enfant, mais c'est de le pousser, de lui montrer qu'il doit s'exercer. Il doit faire ses devoirs. J'ai rencontré 2 jeunes enfants hier. J'ai commencé par leur demander, mais toi, tu es bon dans quelle matière? Il y en a un qui m'a dit, bon, je ne suis pas très bon en maths. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je ne suis pas son parent, mais je suis un parent. Oui. Je suis même un grand-parent. Je lui ai dit, tu dois t'intéresser aux maths. Même si ton père n'était pas mathématicien, toi, tu dois t'intéresser aux maths. Et son père a ajouté, ah, moi, je ne suis pas matheux, mais le monde de demain, c'est un mode de physique, de mathématiques. Ça ne veut pas dire que nous ferons de tous nos enfants des physiciens, mais la base, la base minimum doit être solide. Deuxièmement, nous ne pouvons pas être à côté d'un grand pays comme le Nigeria et ne pas avoir des enfants qui sont totalement fluents en anglais. Voilà. Ce qui ferait que dans la rue, dans les ateliers, nous devons être capables d'être parfaitement bilingues. Sans oublier que nous devons également enfoncer notre racine dans nos langues. Chaque Africain doit avoir au minimum 3 langues. Il paraît qu'il y a une étude qui a montré qu'un enfant est capable de parler parfaitement 5 langues quand il est enfant. De 0 à 5 ans, la plastique de son cerveau lui permet de passer de 1 à 5 langues. On essaye. Mais ce n'est pas facile. Mais il faut le savoir. Lorsqu'on n'a pas montré du doigt ce que l'enfant doit faire, l'enfant pense que il faut être à la télé 24 heures sur 24. Oui. Il faut dessin animé. Voilà, il faut se dire que même dessin animé, il y en a qui permettent à nos enfants qui donnent l'instruction. Donc, le rôle du parent, n'est-ce pas? Ce n'est pas lié à l'argent. Non. D'accord. En tout cas, pas totalement. D'accord. Mais il dit que les répétiteurs, là, que les prix fixés par les répétiteurs, les prix sont trop élevés et que l'État doit réguler ça. Ça pourrait être une approche. D'accord. Nous pourrions, disons, organiser le secteur de façon à ce que... Mais, en réalité, bon, est-ce que le répétiteur, qu'est-ce qu'il fait? Il amène l'enfant à faire ses exercices. Mais en réalité, il y a des enfants qui n'ont même pas de répétiteurs. Besoin de répétiteurs. Qui sont brillants. Qui sont brillants. Voyez-vous? Bon. Parce qu'ils connaissent ces heures de... Voilà, moi je ne donne pas mon exemple. Moi, j'ai jamais eu de répétiteur. Jamais. Bon. Mais l'œil de mes parents a commencé par ma mère. C'était de faire une dictée tous les matins. Dictée tous les matins. C'est pas une confidence, mon papa n'était pas très bon en maths, mais j'ai vu les difficultés qu'il a parce que justement ce côté-là de sa personne
puisqu'il a passé son temps à me le dire, écoute mon fils, si tu n'es pas matheux, tu auras des difficultés demain. Et en 6e, avec le nouveau programme, bon, on s'est mis dedans, ensemble, machin, tout ça. Bon, j'ai compris qu'il ne comprenait rien. Bon, mais ça m'a permis de prendre la voie scientifique. Donc, le rôle du parent, c'est d'orienter, de pousser l'enfant au travail. Voilà. Il a dit, pour côté défilé militaire, que lui n'est pas content parce que c'est pas le Nigeria qui doit montrer l'exemple. On doit pouvoir puiser en nous-mêmes des idées ou bien pour mieux prester lors du défilé. C'est ce qu'il dit, Hugues Akpovi. Je ne partage pas totalement son avis. Parce qu'il n'y a pas eu que des militaires nigériens qui ont défilé. Il y a des Béninois. Il y a eu la plus grosse partie du temps l'armée béninoise qui a défilé. Donc, je pense que ce n'est pas totalement vrai. Deuxième chose, s'ouvrir pour recevoir est aussi important pour se développer soi-même. Lorsqu'on est enfermé sur soi-même, on arrive à rien obtenir de plus. Ouvrir nos portes. Pas seulement aux Nigériens, mais aux Belges qui se sont associés à notre armée pour faire le défilé, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. D'accord. Il y a Boranzon, Jacob, qui vous remercie pour votre participation donc à cette émission, les idées que vous avez donc défendues, mais il dit qu'il y a un sérieux problème. Le problème, c'est l'analphabétisme. Comment on fait avec là? Il y a deux aspects du problème. Oui, allez-y. S'alphabétiser ne veut pas forcément dire apprendre à lire et peut-être à écrire en français. Non. C'est pour ça que nous pensons que la première des choses à faire est de renforcer l'alphabétisation des adultes. N'est-ce pas? Que nos parents qui sont au village, que nous arrivions à les inciter à aller à ces cours du soir où on parle le nago chez eux, où on parle le fond, où on parle dacha, où on parle je ne sais pas, n'importe quel Yoruba, n'importe quelle langue. Marie, de façon à ce qu'ils comprennent que on a besoin de s'alphabétiser. S'alphabétiser ne veut pas dire se franciser. Voyez-vous, s'alphabétiser, c'est de faire en sorte que les idées qu'on a, qu'on puisse les transcrire pour pouvoir permettre aux générations futures... En tout cas, dans une langue. Dans une langue, quelle que soit la langue. Et vous verrez, lorsqu'on aura acté ça, lorsqu'on aura mis ça en œuvre, vous verrez la capacité qu'ont certains de nos parents, n'est-ce pas, à faire des poésies, à relater l'histoire, à partager avec les autres les techniques culturelles. Et là, nous ferons en sorte qu'il y ait des capsules qui permettent à nos cellules, sur le plan départemental, municipal et autres, n'est-ce pas, nous pouvons diviser, nous pouvons choisir 4 langues par exemple sur lesquelles nous allons non seulement produire les éléments en français, mais les doubler par plusieurs langues, de façon à ce que le problème de l'alphabétisation soit abordé à la base. En tout cas, la langue ne sera pas un obstacle à vos actions. Voilà. Il y a Ressou Cyprien qui dit qu'il a du plaisir à suivre Radio Cotonou. Il souhaiterait donc avoir TV Cotonou. Ça, le maire va travailler là-dessus avec son conseil municipal. Nous allons poursuivre sur ce plateau en attendant d'avoir la télé. Et Valentin Ayonou qui dit tournée du gouvernement. Oui, c'est bien, mais on n'a pas eu les coûts de réalisation. Les coûts de réalisation de tout ce qu'on nous fait là, je n'ai pas connu. Bien. Je profite de cette question pour dire qu'il est difficile de tracer une frontière entre la gestion de la chose publique que je prône, la meilleure gestion de la chose publique, et la gestion politique. La frontière est mince. Le discours politique, l'attitude politique est toujours clivante. Je l'ai dit. L'attitude citoyenne est moins clivante et plus, j'allais dire, harmonieuse. Ce que je veux dire par là, c'est que nous pouvons donner des coups et faire des comparaisons avec des coups antérieurs. N'est-ce pas? D'accord. Mais est-ce que
de façon factuelle, nous sommes capables de dire que le kilomètre ou l'infrastructure au volume, n'est-ce pas, il y a un passé récent ou un passé lointain, en intégrant l'inflation, tous les paramètres. Le coût des matières premières sont élevés de jour en jour. Donc, de ce point de vue-là, il est possible de demander, et ça c'est un plaidoyer, de demander bien entendu quels sont les coûts de ces réalisations. Mais en même temps, à ces coûts-là, il faut associer la qualité. Parce que le même kilomètre qu'on a facturé à X, on peut le facturer à X divisé par 2 si l'épaisseur des routes, par exemple, au lieu d'être de 15 cm, est de 6 cm. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas aborder ces questions-là de façon aussi tranchée. D'accord. Il faut relativiser parce qu'à chaque fois, je pense sincèrement... Mais c'est quand même bien de communiquer le coût aux citoyens. Je pense que s'ils cherchent vraiment à savoir, ils auront. Ils auront. D'accord. Mais, comme il le dit, nous pourrions nous mettre dans une démarche de plaidoyer justement pour dire... Mais, une démarche citoyenne. Une démarche citoyenne pour dire, mais voilà, les infrastructures, c'est très bien, mais pourquoi, par exemple, les feux rouges ne sont pas encore faits? Pourquoi, par exemple, vous ne nous dites pas ce que ça va nous coûter? N'est-ce pas? Sans rentrer dans les détails, le gouvernant, le politique, n'est-ce pas, va donner des réponses. D'accord. J'espère avoir répondu. D'accord. Il y a Torote Dieudonné qui dit le pain d'abord. Oui. Et moi j'ai ajouté beaucoup de points d'exclamation à sa question. Oui. Le pain d'abord. Oui, mais pas que le pain. D'accord. L'homme ne vit pas que de pain. Si dans votre famille, vous ne vous apesantissez que sur le pain, n'est-ce pas? Et que vous négligez l'éducation des enfants, vous négligez leur santé, vous négligez leur sécurité, vous n'allez jamais mettre les moyens de côté pour pouvoir leur offrir un avenir meilleur. Et donc, le pain, d'accord, mais pas que le pain. D'accord. J'en profite pour récupérer une question sur WhatsApp qui va dans le même sens. Il y a un certain Jondo Kodjovi, tous Carlos, qui écrit de Godomain. Il dit, monsieur l'invité, vous disiez, bâtir haut, il faut creuser profond. Donc, à cause de creuser profond, il faut laisser beaucoup de citoyens périr d'abord, ou quoi? Vous savez, je vais vous raconter une il ajoute, je vais carrément lire tout son test et vous allez répondre. Il dit, le développement économique passe d'abord par le bien-être des citoyens. Et des citoyens soucieux, affamés, ne pourront contribuer à rien de bien. La voie, oui, mais nos marmites d'abord. Nous ne sommes pas indépendants, point. Ne nous bluffez pas, nous sommes déjà plus matures que les 10 politiciens. Et voilà, c'est ce qu'il dit. Voilà, je voulais répondre par une anecdote. Allons-y. Voilà un Béninois de la diaspora qui se rend dans son village et qui se rend compte que les populations s'approvisionnaient en eau par un lac du village. D'accord. Avec toutes les difficultés et le péril hydrique qui tourne autour. Et il s'est dit, je vais trouver des partenaires qui vont venir installer un château d'eau dans mon village. D'accord. Applaudissements, n'est-ce pas? Mais lorsque l'équipe est revenue pour installer le château d'eau, il fallait que les populations donnent la possibilité aux techniciens qui sont venus de les empêcher de passer par la route par laquelle les femmes passaient pour aller chercher l'eau au petit matin. Donc, il y a une période de nuisance sérieuse. Mais où creuser les canalisations et pomper l'eau jusqu'au niveau du château pour installer disons les tuyaux au moins de distribution au moins sur une borne du village. Il a bien fallu au moins 1 an. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On contournait. Nous devons accepter de passer par la phase de contournement. D'accord. Nous devons accepter de passer par la phase de mise en place. Pas que ça dure aussi trop. Hein. Maintenant. Oui. Je vais aussi me permettre d'aller sur un terrain un peu global. D'accord. Allons-y rapidement. Dites-moi,
Oui. Vous connaissez Singapour? Oui. Bien. C'est un petit pays qui fait 115 000 km². Ou 750 000, non, 115 000 km². L'histoire de Singapour, que je demande à tout le monde d'aller visiter, c'est un pays qui est collé à la Malaisie. D'accord? Et à un moment donné, au niveau, à l'indépendance, les Singapouriens ont voulu que les Malaisiens les considèrent comme une province. Et ils ont fait un référendum. Référendum dont le résultat a dit, les Malaisiens ont dit, on ne veut pas les Singapouriens. Parce que c'est une région marécageuse, moustique, il n'y a pas de ressources, il n'y a rien. Et il y a un monsieur qu'on appelle Lee Kuan Yew qui a dit, ah bon, ok, vous nous avez rejetés, on va se mettre au travail. En 50 ans, ils ont construit. Ils ont construit et ils sont devenus l'une des plus grandes économies du monde. Par la volonté de leur classe politique. C'est ça. N'est-ce pas? Donc, la phase de souffrance, il faut passer par... Je n'aime pas beaucoup ce mot. Ah, d'accord. Oui, parce que la phase d'épargne... Oui. Ici, on a appelé ça serrer les ceintures. Oui, bon. Et on a serré jusqu'aux os. Non. Ah, non. Je pense que on ne peut pas, parce qu'on a semé aujourd'hui, s'attendre à ce que demain, les fruits soient mieux. D'accord. Au moins, on attend la période de... et donc, j'invite nos gens, nos populations, nos amis, nos parents, à se dire que la période là, c'est pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent profiter beaucoup mieux que nous. Parce que quand on regarde l'histoire des faits économiques, quand on regarde qu'à une période de l'histoire, des populations ont travaillé père, mère, fils, 16 heures par jour. Pendant la révolution industrielle. Et un peu avant, n'est-ce pas? 16 heures par jour. Et après, c'est passé à 12 heures. Et après, c'est passé à... Et aujourd'hui, ça va passer peut-être à 4 heures ou 5 heures de travail par jour. Donc, on est obligé de passer par la phase, j'allais dire, sacrifice. De sacrifice. Je ne vais pas dire souffrance. Oui, de dureté, de sacrifice. De sacrifice. N'est-ce pas? Si votre enfant, vous dites que vous ne voulez pas le faire souffrir, et vous ne l'obligez pas à faire cette devoir. Il sera un cancre, ça c'est sûr. Merci. Ne nous crétinisons pas. D'accord. Il y a Gloria Tossé qui dit, Tossé, dit bonne initiative pour l'association avec. Notre souhait est que ça aide vraiment à développer davantage le pays. Donc c'est juste un commentaire. Je vais récupérer la dernière question certainement pour vous. Bonjour le plateau. J'aimerais demander à votre invité si son association ne finira pas tomber dans le champ politique comme alternative citoyenne. Et oui, ça c'est haïquement Eric qui pose la question. C'est une bonne question. Allons-y. La vigilance que je souhaite, que je prône, et l'éveil qui va accompagner cette vigilance seront les paramètres essentiels pour faire en sorte que les personnes avec les ressources avec ne soient pas orientées dans un camp comme dans l'autre. De façon concrète, ça veut dire que lorsque nous aurons formé la personne citoyenne, elle pourra devenir un meilleur militant dans son parti. C'est ça. Elle pourra devenir un meilleur acteur économique. Elle pourra devenir un meilleur artisan. Parce que dès lors qu'on est un bon citoyen, on est forcément un bon élément, une bonne ressource avec laquelle... Parce que la politique, c'est pas pour les rapaces, c'est pour les citoyens. Tout à fait. Et donc, comme c'est la gestion de la chose publique, n'est-ce pas, on doit pouvoir, en dehors de la formation politique qui se donne dans les partis et dans les chapelles politiques, n'est-ce pas, il faut que notre cadre que nous sommes en train de vouloir mettre en place avec n'est-ce pas? Tout à fait. Que ce cadre-là permette de façon transversale et non clivante et non politique, puisque que ce soit un opposant, que ce soit un mouvancier, ou que ce soit qui que ce soit, que ce soit comment je vais dire, il y a un handicapé qui a parlé tout à l'heure,
il a sa place chez nous. D'accord. Parce que nous devons pouvoir l'orienter pour que, par exemple, il dit qu'il a des difficultés pour la formation de ses enfants. Nous devons pouvoir lui dire, qu'est-ce que tu sais faire, par exemple? Renforcement de capacité, on peut le faire. Il y aura des projets spécifiques pour permettre, lorsqu'on parle de ça, souvent on ne voit que l'aspect pécuniaire. L'aspect pécuniaire n'est pas à exclure, mais ce n'est pas que l'aspect pécuniaire. Ça ne sera pas un obstacle. Voilà, parce que lorsque on aborde les questions uniquement avec les contraintes que sont les finances, souvent on est bloqué. D'accord. Je pense que nous devons aller au-delà de ça. Donc, in fine, ça va être la dernière question avant votre mot de fin. In fine, donc, ce que vous ferez au niveau de AVEC aura donc un impact sur la qualité d'homme politique de notre pays, c'est ça? Entre autres. C'est votre souhait. Entre autres, parce que, qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque quelqu'un est un bon citoyen, est-ce qu'il brûle le feu? Non. S'il est vraiment un bon citoyen, est-ce qu'il vient en retard au rendez-vous? Non. Est-ce que lorsqu'il a pris un engagement, est-ce qu'il essaie de contourner l'engagement? C'est ça. Il faut faire en sorte que le Béninois, l'habitant, devienne citoyen. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites, par exemple, à ceux qui n'ont aucun intérêt, qui ne voient aucun intérêt à la chose publique, qui sont totalement passifs? Vous savez qu'il y en a. Il y en a même qui disent moi, je suis un technicien. J'ai rien à faire. C'est ce que j'appelle les gens, les personnes qui sont dans les gradins. Elles sont dans les gradins et à la limite, elles insultent le conducteur. Non, elles insultent le coach. N'est-ce pas? Je dis celui qui est citoyen d'un pays et qui ne s'intéresse pas à la gestion de la chose publique, n'est-ce pas? Est comme un tisserand qui fait son nid sur un arbre, détruit l'arbre sur lequel le nid est fait, et pas fini, plusieurs nids sur le même arbre, l'arbre se dessèche et il se déplace pour aller sur un autre arbre, jusqu'à ce que toute la forêt ne soit complètement dénudée. C'est ça le bon citoyen. C'est ça que nous voulons. Nous ne devons pas être des tisserands. Nous devons être des abeilles. Nous devons être des abeilles qui protègent notre ruche. Nous devons être des abeilles qui proposent, n'est-ce pas, que notre reine soit assez forte pour produire de la gelée royale. D'accord. Votre mot de fin à présent. Je sais que vous avez beaucoup d'idées. Alors, votre mot de fin pour clôturer cette émission. Je commence d'abord par vous remercier. D'accord. Et remercier l'auditoire. D'accord. Pour m'avoir permis de partager ma vision avec lui. Si les contraintes et les exigences du monde politique sont un frein pour que les citoyens que nous sommes ne se retrouvent pas dans la chose politique, je pense qu'il y a un cadre non politique, cadre citoyen, pour s'intéresser à la vie de son pays. Et c'est ce cadre-là que l'Association pour la vigilance et l'éveil citoyen offre. Offre aux frères, aux sœurs, à tous les Béninois et au-delà, pour que nous nous intéressions vraiment à la chose publique, à la gestion de la chose publique. Nous nous intéressions à offrir le mieux de nous-mêmes, pas seulement comme des acteurs passifs, mais des acteurs actifs, j'allais dire, de façon à offrir à notre pays un cadre d'expression, parce que l'assainissement n'est pas une question relative à un parti politique. La question de la sécurité de la nation est une question non politique. L'éducation est une problématique citoyenne, n'est-ce pas? Voilà quelques raisons qui m'amènent à demander à ce que les populations, nos compatriotes, se joignent à nous. Toi le citoyen, toi l'artisan, toi le fonctionnaire, toi l'employé, le cadre. Avant tout autre statut, tu es une citoyenne. Tu es un citoyen qui doit prendre en main les questions qui concernent ton pays. C'est ce défi
que je t'invite aujourd'hui à relever pour que demain soit une version meilleure d'aujourd'hui. D'accord. L'avenir nous appartient. D'accord. Merci beaucoup. Le meilleur reste à venir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Franck Akobi, acteur économique et initiateur de l'association pour la vigilance et l'éveil citoyen avec. Un nouveau merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. Merci à vous aussi pour l'écoute et pour la participation. Était à la mise en onde Hilaire Aguemont. À la prise de vue, Job Chipé, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, 94.3 Radio Cotonou. Bonne écoute à vous et bonne journée dominicale. Franc-Parler